Les annales du disque monde, Sorcellerie, épisode 17. Un gros vent soufflait d'un ciel clair tandis que Rincevent cheminait péniblement vers la tour de la sorcellerie. Les hautes portes blanches de la bâtisse étaient si étroitement fermées qu'on avait du mal à distinguer leurs contours à la surface laiteuse de la pierre. Il tambourina un moment sur le battant, sans grand résultat. On aurait dit que les portes absorbaient le son. « Oh, bravo !» marmonna-t-il tout seul avant de se rappeler le tapis. Il gisait là où il l'avait laissé, autre preuve qu'Ankh-Morpork avait changé. Au temps des voleurs, avant le sourcelier, rien ne restait longtemps là où on le laissait. Rien d'imprimable, en tout cas. Il le déroula sur les pavés, et les dragons dorés se tortillèrent sur le fond bleu, ou alors c'étaient les dragons bleus qui volaient dans le ciel doré. Il s'assit, il se releva. Il s'assit à nouveau, remonta sa robe d'une saccade et, non sans effort, retira une de ses chaussettes. Ensuite, il remit son soulier et parcourut un moment les environs jusqu'à ce qu'il trouve, parmi les décombres, une demi-brique. Il introduisit la demi-brique dans la chaussette, puis effectua quelques moulinets d'un air songeur. Rincevent avait grandi à Ankh-Morpork. L'avantage dont tout Morkpokien aime bénéficier dans une bagarre, c'est une cote d'environ 20 contre 1. Mais à défaut, on estime qu'une chaussette, lestée d'une demi-brique, vaut mieux que toutes les épées magiques possibles et imaginables. Il s'assit encore une fois. « Monte », ordonna-t-il. Le tapis ne broncha pas. Rincevent examina le motif, puis souleva un coin et s'efforça de voir si c'était mieux en dessous. « D'accord », concéda-t-il. « Descends. Doucement. Tout doucement. Descends. »« Mouton !» bredouilla la guerre. « C'était un mouton !» Sa tête casquée cogna le bar avec un bruit de métal. Il la redressa. « Mouton !»« Non, fit la famine qui leva un doigt maigre incertain. « C'était un autre animal de mousse, domiste, familier, comme un cochon, une génisse, un chaton, comme ça, pas de mouton. »« Des abeilles !» dit la pestilence avant de glisser doucement de son siège. « Ok, » dit la guerre qui l'ignora. « D'accord. On recommence alors, depuis le début. » Il tapa un coup sec sur le verre pour donner la note. « Nous sommes de pauvres petits animaux domestiques non identifiés, perdus dans la nature, » chevautra-t-il. « Bah, marmonna la pestilence, allongée par terre. La guerre secoua la tête. « Ce n'est pas pareil, vous savez, dit-il. Pas sans lui. Il faisait une belle partie de basse. »« Bah, répéta la pestilence. « Oh, la ferme !» lança la guerre qui tendit une main hésitante vers une bouteille. Le vent battait le sommet de la tour, des bourrasques chaudes, désagréables au murmure étrange, qui râpait la peau comme du papier de verre petit grain. Au milieu se tenait Thune, le bourdon au-dessus de sa tête. Dans la poussière qui emplissait l'atmosphère, les mages virent les lignes de force magique qui s'en échappaient. Elles s'élevèrent et se cintrèrent pour délimiter une immense bulle qui se dilata jusqu'à devenir plus grande que la ville. Et des silhouettes y apparurent. Elles bougeaient, indistinctes, tremblotaient horriblement comme des images dans un miroir déformant, pas plus consistantes que des ronds de fumée ou des dessins dans les nuages. Mais elles étaient terriblement familières. On y reconnut un bref instant le museau et l'écrou d'Aufleur. On y vit clairement, l'espace d'une seconde dans la tempête tourbillonnante, Io l'aveugle, chef des dieux, ses yeux en orbite autour de lui. Thune murmura silencieusement et la bulle commença à se contracter. Elle se renfla et gigota tandis que les choses à l'intérieur se démenaient pour sortir, mais rien ne pouvait arrêter la contraction. À présent, elle était plus vaste que les terrains de l'université. À présent, elle était plus haute que la tour. À présent, elle était 2 fois plus grande qu'un homme, couleur gris fumé. À présent, elle était une perle irisée, de la taille,
de la taille d'une grosse perle. Le vent ne soufflait plus, un calme lourd et silencieux lui succédait. L'atmosphère même gémissait sous la tension. La plupart des mages gisaient à plat ventre par terre, plaqués là par les puissances déchaînées qui épaississaient l'air et étouffaient les sons comme dans un univers de plumes, mais chacun entendait battre son cœur assez fort pour pulvériser la tour. « Regardez-moi » ordonna Thune. Ils levèrent les yeux, impossible de désobéir. Il tenait l'objet chatoyant dans une main, l'autre serrait le bourdon dont les extrémités laissaient échapper de la fumée. « Les dieux, dit-il, prisonniers d'une pensée. Peut-être qu'ils n'ont jamais été qu'un rêve, rien de plus. » Sa voix se fit plus mûre, plus profonde. « Mage de l'université invisible, dit la voix. Ne vous ai-je pas donné la domination absolue ? » Derrière le jeune garçon, le tapis monta lentement par-dessus le bord de la tour, dirigé par Rincevent qui s'efforçait de garder son équilibre. Il avait les yeux écarquillés de cette terreur qui saisit naturellement quiconque se maintient sur un malheureux bout de textile au-dessus de plusieurs centaines de mètres de vide. Il descendit dans une embardée de la chose volante, prit pied sur la tour et fit tournoyer la chaussette lestée autour de sa tête en de larges et dangereux moulinets. Thune le vit réfléchi dans les regards surpris de l'assemblée de mages. Il se retourna prudemment et observa le nouvel arrivant qui tanguait vers lui d'un pas chancelant. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je viens, » dit l'autre d'une voix pâteuse, « défier le sorcelier. Lequel c'est ?» Il surveillait les mages prostrés en soupesant la demi-brique d'une main. Gaucher risqua un coup d'œil en l'air et se livra à un frétillement frénétique des sourcils, à l'intention de Rincevent qui, même au mieux de sa forme, avait du mal à interpréter les communications non verbales. Et il n'était pas au mieux de sa forme. « Avec une chaussette ?» fit Thune. « Ça vous avance à quoi, une chaussette ?» Le bras qui tenait le bourdon se leva. Thune posa sur lui des yeux légèrement étonnés. « Non, arrête !» dit-il. « Je veux parler à cet homme. » Il fixa Rincevent que le manque de sommeil, l'horreur et les réactions à une surdose d'adrénaline faisaient vaciller d'avant en arrière. « Elle est magique ?» demanda-t-il avec curiosité. « C'est peut-être la chaussette sèche d'un archichancelier. Une chaussette de puissance ?» Rincevent la considéra. « Oh, je ne crois pas, dit-il. J'ai dû l'acheter dans une boutique, il me semble. J'en ai une autre d'ailleurs. Mais elle a quelque chose de lourd au bout. Ah oui, fit Rincevent. Il ajouta, une demi-brique. Mais d'une grande puissance. Ça peut servir à soutenir des choses. Avec une autre demi-brique, ça fera une brique. Rincevent parlait lentement. Il s'imprégnait de la situation par une espèce d'osmose terrible et surveillait le bourdon qui se tournait, menaçant, dans la main du jeune garçon. « Bon, c'est une brique toute bête à l'intérieur d'une chaussette. Les deux ensemble forment une arme. Oui. Comment ça marche ? On la balance et après on tape sur quelqu'un. Ou des fois, on se tape sur le dos de la main. Des fois. Et des fois, ça détruit peut-être toute une ville ?» fit Thune. Rincevent regarda les yeux dorés de Thune, puis sa chaussette. Il l'enfilait et la retirait plusieurs fois lent depuis des années. Elle avait des reprises qu'il avait fini par connaître connaître. Certaines avaient fait des petits et formé des familles entières de reprises. La chaussette pouvait donner lieu à des tas de qualificatifs, mais urbanicide ne faisait pas partie du lot. « Pas vraiment, » répondit-il. « Enfin, disons qu'elle tue les gens mais laisse le bâtiment intact. » Le cerveau de Rincevent fonctionnait à la vitesse d'une dérive de continent. Certains lobes lui affirmaient qu'il avait affaire au sorcelier, mais entrait en conflit direct avec d'autres. Rincevent avait beaucoup entendu parler du pouvoir du sorcelier, de son bourdon, de sa méchanceté, et ainsi de suite. Le seul détail que personne n'avait mentionné, c'était son âge. Il lança un coup d'œil vers le bourdon. « Et ça, là, qu'est-ce que ça fait ?» demanda-t-il lentement. Et le bourdon répondit. « Tu dois tuer cet homme !» Les mages, qui essayaient prudemment et à grande peine de se remettre debout, se rejetèrent à plat ventre.
La voix du chapeau n'avait pas été agréable, mais celle du bourdon était métallique et précise. Elle n'avait pas l'air de donner un conseil, mais simplement d'exposer l'avenir tel qu'il devait être. Elle avait l'air inéluctable. Thun leva à moitié le bras, puis hésita. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Ne me désobéis pas. »« Tu n'es pas obligé d'obéir, » s'empressa de signaler Rincevent. « Ce n'est qu'un bâton. »« Je ne vois pas pourquoi je devrais lui faire du mal, » dit Thun. « Il n'a pas l'air dangereux, on dirait un lapin en colère. »« Il nous défie. »« Pas moi, » fit Rincevent qui se dépêcha de glisser le bras avec la chaussette derrière son dos et s'efforça d'oublier la réflexion sur le lapin. « Pourquoi je devrais faire tout ce que tu me dis ?» lança Thun au bourdon. « Je fais toujours tout ce que tu me dis et ça n'aide pas les gens. »« Les gens doivent te craindre. Je ne t'ai donc rien appris ?»« Oh, mais il a l'air si rigolo, avec sa chaussette, » dit Thun. Il poussa un cri et son bras fut pris de secousses bizarres. Les cheveux de Rincevent se dressèrent sur sa tête. « Tu feras ce qu'on t'ordonne. »« Non !»« Tu sais ce qui arrive au vilain petit garçon. » Il y eut un grésillement et une odeur de chair grillée. Thun tomba à genoux. « Minute !» commença Rincevent. Thun ouvrit les yeux. Ils étaient toujours dorés mais mouchetés de brun. Rincevent balança la chaussette qui vrombit en un arc de cercle généreux. Elle percuta le bourdon à mi-longueur. Il y eut une brève explosion de poussière de briques et de chaussettes brûlées, et le bourdon échappa en tournoyant des mains du gamin. Les mages s'égayèrent lorsqu'il rebondit plusieurs fois d'un bout sur l'autre. Il atteignit le parapet, culbuta et fila par-dessus bord. Mais, au lieu de tomber, il se stabilisa en l'air, pivota sur sa longueur et revint comme une flèche dans un bruit de scie circulaire, des étincelles octarines dans son sillage. Rincevent poussa le gamin stupéfait derrière lui, jeta la chaussette fichue, ôta en 4e vitesse son chapeau et battit follement des bras tandis que le bourdon fonçait sur lui. Le bolide le toucha à la tempe. Le choc faillit lui souder les dents ensemble et le renversa comme un arbre maigre et déchiqueté. Le bourdon opéra un nouveau demi-tour dans le vide, luisant à présent comme s'il était porté au rouge, et revint à toute allure pour une dernière volée définitive. Rincevent se redressa tant bien que mal sur les coudes et le vit avec une fascination horrifiée piquer dans l'air glacial qui, pour une raison incompréhensible, parut s'emplir de flocons de neige, et qui se teinta de violet, se marbra de bleu. Le temps ralentit et s'arrêta dans un grincement comme un phonographe insuffisamment remonté. Rincevent leva les yeux sur la haute silhouette noire soudain apparue à quelques pas. La mort, bien sûr. Lequel braqua ses orbites vers lui et prononça d'une voix comme un effondrement d'abîme sous-marin. « Bonjour !» Il se détourna comme s'il en avait terminé avec ses tâches du moment, fixa un instant l'horizon et se mit à taper négligemment du pied. On aurait cru entendre un plein sac de maracas. « fit Rincevent. La mort parut se souvenir de lui. « Pardon ?» s'enquit-il poliment. « Je me suis toujours demandé comment ça serait. » La mort sortit un sablier des remplis mystérieux de ses robes d'ébène et l'examina. « Ah oui ?» fit-il distraitement. « Je n'ai pas à me plaindre, j'imagine, » dit vertueusement Rincevent. « J'ai bien vécu, disons. »« Assez bien. » Il hésita. « Enfin, pas si bien que ça. Je pense que la plupart des gens diraient plutôt mal. » Puis après un temps de réflexion, « Moi, c'est ce que je dirais, » ajouta-t-il à moitié pour lui-même. « De quoi tu parles, mon vieux ?» Rincevent était désemparé. « Vous apparaissez bien quand un mage va mourir, non ?»« Évidemment. Et je dois dire qu'avec vous autres, j'ai une journée chargée. »« Comment vous arrivez à vous trouver dans autant d'endroits à la fois ?»« Une bonne organisation. » Le temps revint. Le bourdon, qui était resté suspendu en l'air à quelques pas de Rincevent, reprit sa course vers lui en hurlant. Il y eut un choc sourd et métallique lorsque Thun le saisit d'une main en plein vol. Le bourdon laissa échapper un bruit comme un millier d'ongles raclant du verre. Il se démena en tous sens, frappa le bras qui le tenait et se couvrit d'une flamme verte maléfique sur toute sa longueur. « Alors c'est ça,
Finalement, tu me trahis. Thun gémit mais ne lâcha pas le métal qui rougissait, puis blanchissait sous ses doigts. Il lança le bras devant lui, et la force qui se déversait du bourdon le dépassa dans un rugissement, lui alluma des étincelles au bout des doigts, souleva d'un coup sa robe, qui prit des formes étranges et déplaisantes. Le gamin hurla, fit tournoyer le bâton d'Octofer et le fracassa sur le parapet dont la pierre se balafra d'un long trait bouillonnant. Ensuite, il le jeta. Le bourdon claqua sur le sol, roula et s'immobilisa entre les mages qui s'étaient dispersés hors de sa trajectoire. Thun s'affaissa sur les genoux, tremblant. « Je n'aime pas tuer les gens, » dit-il. « Je suis sûr que ce n'est pas bien. »« Accroche-toi à cette idée, » dit Rincevent avec ferveur. « Qu'est-ce qui arrive aux gens après qu'ils sont morts ?» demanda Thun. Rincevent leva les yeux vers la mort. « Je crois que cette question-là est pour vous, » dit-il. « Il ne peut pas me voir ni m'entendre, sauf s'il en a envie. » Il se produisit un petit tintement. Le bourdon revenait en roulant vers Thun, qui le regarda avec horreur. « Ramasse-moi !»« Tu n'es pas obligé, » répéta Rincevent. « Tu ne peux pas me résister. Tu ne peux pas te vaincre toi-même, » dit le bourdon. Thun avança lentement la main et le ramassa. Rincevent jeta un coup d'œil à sa chaussette. C'était un chicot de laine brûlée. Sa brève carrière en tant qu'arme de guerre l'avait mise dans un état tel qu'aucune aiguille à repriser n'y pouvait plus rien. « Tue-le maintenant !» Rincevent retint son souffle. Les mages spectateurs retinrent le leur. Même la mort, qui n'avait rien d'autre à retenir que sa faux, la retint dans ses phalanges crispées. « Non, » dit Thun. « Tu sais ce qui arrive au vilain petit garçon !» Rincevent vit pâlir la figure du sourcelier. La voix du bourdon changea. Elle se fit cajoleuse. « Oh, si je n'étais pas là, qui te dirait ce qu'il faut faire ?»« C'est vrai, » reconnut lentement Thun. « Regarde le résultat de tes bêtises !» Thun, des yeux, passa lentement les faces apeurées en revue. « Je regarde, » dit-il. « Je t'ai appris tout ce que je sais. »« Je réfléchis, » dit Thun. « Et ça, tu ne le sais pas assez. »« Ingrat, ton destin, à qui tu le dois ?»« À toi, » répondit le jeune garçon. Il redressa la tête. « Je me rends compte que j'ai fait une erreur, » ajouta-t-il d'une voix calme. « Bien. »« Je ne t'ai pas jeté assez loin. » Thun se releva d'un seul mouvement et brandit le bourdon au-dessus de sa tête. Il se statufia, la main perdue dans une boule de lumière qui avait la couleur du cuivre en fusion. Elle vira au vert, monta dans des nuances de bleu, hésita entre le violet puis fulgura dans l'octarine pure. Rincevent se protégea les yeux contre l'éclat aveuglant et vit la main de Thun, toujours entière, toujours fermement agrippée. Des perles de métal en fusion lui scintillaient entre les doigts. Il s'esquiva et se cogna dans Gauchet. Le vieux mage était lui aussi statufié, la bouche ouverte. « Qu'est-ce qui va se passer ?» demanda Rincevent. « Il ne le battra jamais, » répondit Gauchet d'une voix rauque. « C'est son bourdon. Ils sont de forces égales. Le gamin a le pouvoir, mais le bourdon sait comment le canaliser. Vous voulez dire qu'ils vont s'annihiler l'un l'autre ? J'espère. » La bataille se poursuivit, invisible dans la lueur infernale. Puis le sol se mit à trembler. « Il tire sur tout ce qui est magique, » dit Gauchet. « Il vaudrait mieux évacuer la tour. »« Pourquoi ? J'imagine qu'elle ne va pas tarder à disparaître. » Et en effet, les dalles blanches autour de la lueur donnaient l'impression de s'effilocher avant de s'y évanouir. Rincevent hésita. « On ne va pas l'aider ?» fit-il. Gauchet le considéra, lui, puis la scène iridescente. Sa bouche s'ouvrit et se referma une fois ou deux. « Je regrette, » dit-il. « Oui, mais rien qu'un petit peu. Vous avez vu à quoi ça ressemble, ce truc-là ?»« Je regrette. »
Il vous a aidé, vous ?» Rincevant se tourna vers les autres mages qui se défilaient en vitesse. Il vous a tous aidés. Il vous a donné ce que vous vouliez, non ? On risque de ne jamais le lui pardonner, fit Gaucher. Rincevant gémit. Mais qu'est-ce qui va rester quand tout sera fini ? Dit-il. Qu'est-ce qui va rester ? Gaucher baissa les yeux. Je regrette, répéta-t-il. La lumière octarine brillait davantage et commençait à noircir sur le pourtour. Mais non pas de la noirceur qui n'est que le contraire de la lumière, plutôt de celle granuleuse, changeante qui rayonne au-delà de la lueur aveuglante et n'a rien à faire dans aucune réalité honnête. Et elle bourdonnait. Rincevant se livra à une petite danse indécise lorsque ses pieds, ses jambes et son instinct de conservation incroyablement développé saturèrent son système nerveux, au point que sa conscience finit par réagir à l'instant où les plombs allaient sauter. Il bondit dans le feu et atteignit le bourdon. Les mages s'enfuirent. Plusieurs sautèrent de la tour et descendirent par lévitation. Ceux-là furent beaucoup plus avisés que leurs collègues qui prirent l'escalier car, une trentaine de secondes plus tard, la tour se volatilisa. La neige continuait de tomber autour d'une colonne de ténèbres qui bourdonnait. Et les mages rescapés qui osèrent regarder en arrière virent dégringoler lentement du ciel un petit objet qui traînait des flammes à sa suite. Il s'écrasa sur les pavés où il couva brièvement avant que la neige de plus en plus épaisse ne l'étreigne. Ce ne fut bientôt plus qu'un petit monticule. Quelques instants plus tard, une silhouette traversa la cour en se dandinant sur ses phalanges, fouilla dans la neige et en sortit la chose. Il s'agissait, ou plutôt il s'était agi, d'un chapeau. La vie ne l'avait pas aménagé. Une grande partie de son large bord avait brûlé, la pointe manquait entièrement, et les lettres d'argent ternies étaient quasiment illisibles. N'importe comment, certaines avaient été arrachées. Du mot original, il ne restait plus que MJ. Le bibliothécaire tourna lentement sur lui-même. Il était complètement seul, en dehors de la colonne gigantesque de ténèbres brûlantes et des flocons qui tombaient sans relâche. Le campus dévasté était vide. On voyait quelques autres chapeaux pointus foulés par des pieds terrifiés, mais aucun autre signe que des mages s'étaient trouvés là. Des mages imaginaires. La guerre ? Que donc ? Il n'y avait pas... La pestilence chercha son verre à tâtons. Quelque chose ? Que donc ? Il y a quelque chose qu'on devait faire, dit la famine. Exact. J'ai un rendez-vous. La pestilence regarda dans son verre, l'air pensif. Machin bidule. Ils contemplèrent mélancoliquement le comptoir. Le tavernier s'était enfui depuis longtemps. Il restait encore quelques bouteilles intactes. Le calypso, dit enfin la famine. C'était ça. Non, l'apostrophe, fit distraitement la guerre. Ils secouèrent la tête. S'ensuivit une longue pause. Ça veut dire quoi, apocrustique ? Demanda la pestilence, le regard perdu dans un quelconque monde intérieur. Astringent, répondit la guerre. Je crois. Ah, c'est pas ça alors. Moi je crois pas, dit la famine maussade. S'ensuivit un autre long silence embarrassé. On ferait mieux de prendre un autre verre, dit la guerre en se ressaisissant. Exact. À 24 kilomètres de là, et plusieurs centaines de mètres d'altitude, Conina parvenait enfin à maîtriser son cheval volant, volé, et le ramenait à un trot paisible dans le vide, en affichant une nonchalance résolue encore jamais vue sur le disque. « De la neige ?» s'étonna-t-elle. Des nuages arrivaient à toute allure et sans bruit de la direction du Moyeu. De gros nuages lourds qui n'auraient pas dû se déplacer aussi vite. Des tempêtes de neige les talonnaient, qui étendaient comme un drap sur le paysage. Cette neige-là ne ressemblait pas à celle qui tombe doucement en chuchotant dans la nuit profonde, celle qui transforme au matin le décor en un pays des merveilles scintillant, d'une beauté rare, éthérée. On aurait dit une neige qui entendait refroidir le monde au dernier degré. « Un peu tardif cette année, » dit Nigel. Il jeta un coup d'œil en dessous et ferma aussitôt les paupières.
Créosote regardait avec un étonnement ravi. « C'est donc comme ça que ça se passe ?» fit-il. « J'en avais entendu parler que dans les histoires. Je croyais que ça devait sortir de terre, un peu comme les champignons, je croyais. »« Il y a quelque chose qui cloche dans ces nuages, » dit Conina. « Ça vous ennuierait qu'on descende maintenant ?» demanda Nigel d'une voix faible. « Je ne sais pas pourquoi, mais ça me paraît moins terrible quand on allait plus vite. » Conina l'ignora. « Essayez la lampe, ordonna-t-elle. Je veux en avoir le cœur net. » Nigel fouilla dans son sac et en ramena l'objet. La voix du génie, métallique et lointaine, annonça. « Si vous voulez bien patienter un peu, nous recherchons votre correspondant. » Suivi d'une petite ritournelle tintinnabulante, du genre qui produirait un chalet suisse transformé en instrument de musique. Après quoi, une trappe se découpa dans l'espace et le génie en personne apparut. Il regarda autour de lui, puis les 3 compagnons. « Oula !» fit-il. « Il se passe quelque chose avec le temps, » dit Conina. « Pourquoi ? Vous voulez dire que vous ne savez pas ?» demanda le génie. « C'est à vous qu'on le demande, non ? Eh bien, je ne suis pas très bon juge en la matière, mais ça ressemble fort à l'Apocalypse, non ? » Quoi ? Le génie haussa les épaules. « Les dieux ont disparu, ok ? Fit-il. Et selon, vous savez, la légende, ça veut dire... les géants des glaces !» souffla Nigel, horrifié. Oh, « Parlez plus fort !» dit Créosote. « Les géants des glaces !» répéta Nigel à voix haute avec un soupçon d'irritation. « Les dieux les maintiennent prisonniers, vous voyez, au moyeu. Mais à la fin du monde, ils se libéreront, chevaucheront leur terrible glacier et ils exerceront leur domination d'autrefois. Ils étoufferont les flammes de la civilisation jusqu'à ce que le monde s'étende nu et gelé sous les horribles étoiles glacées, jusqu'à ce que le temps lui-même gèle à son tour. Ou quelque chose comme ça, à ce qu'il paraît. »« Mais le temps de l'Apocalypse n'est pas encore venu, » fit Conina au désespoir. « Je veux dire, un souverain effroyable doit se révéler, une guerre atroce se déclarer, les 4 cavaliers épouvantables surgir, puis les dimensions de la basse-fosse s'introduiront dans le monde. » Elle s'arrêta, la figure presque aussi blanche que la neige. « Se faire ensevelir sous plusieurs centaines de mètres de glace, ça y ressemble drôlement, à l'Apocalypse en tout cas, » dit le génie. Il avança la main et arracha la lampe de celle de Nigel. « 1000 excuses, fit-il, mais c'est le moment de liquider mes avoirs dans cette réalité-ci. À la prochaine, ou une autre fois. » Il disparut jusqu'à la ceinture, puis sur un dernier et faible cri de « Dommage pour le brunch !» il se volatilisa complètement. Les 3 cavaliers scrutèrent les rideaux de neige battant en direction du moyeu. « C'est peut-être mon imagination, » dit Créosote, « mais personne n'entend des espèces de grincements et de gémissements. »« La ferme !» répliqua Conina, l'air affolé. Créosote se pencha et lui tapota la main. « Remettez-vous, » fit-il. « Ce n'est pas la fin du monde. » Il réfléchit un moment à ce qu'il venait de dire et ajouta « Pardon, façon de parler. »« Qu'est-ce qu'on va faire ?» se lamenta-t-elle. Nigel se redressa. « Je crois, » dit-il, « qu'on devrait aller leur expliquer. » Ils se tournèrent vers lui avec le genre d'expression qu'on réserve normalement aux messies ou aux idiots congénitaux. « Oui, » reprit-il avec un tout petit peu plus d'assurance. « On devrait leur expliquer. »« Leur expliquer aux géants des glaces ?» fit Conina. « Ah oui ?»« Ah, désolé, » dit Conina. « Mais est-ce que j'ai bien compris ? Vous croyez qu'on devrait aller trouver les affreux géants pour en gros leur dire que des tas de gens au sang chaud par ici préféreraient qu'ils n'envahissent pas le disque et n'écrasent pas tout le monde sous des montagnes de glace ? Et pour leur demander s'ils ne pourraient pas, des fois, reconsidérer la question ? C'est ça, d'après vous, ce qu'on devrait faire. »« Ah oui, c'est ça. Vous avez parfaitement compris. » Conina et Créosote s'échangèrent un regard. Nigel restait fièrement assis en selle, un léger sourire aux lèvres. « C'est votre Jar qui vous travaille ?» demanda le sérif. « Jar !» rectifia calmement Nigel. « Il ne me travaille pas, c'est seulement que je dois accomplir un acte de bravoure avant de mourir. »« Bon, c'est bien ce que je disais, » fit Créosote. « C'est ça le plus triste. Vous allez accomplir un acte de bravoure et après vous allez mourir. Quel choix on a ?» demanda Nigel. Ils y réfléchirent. « Je crois que je ne suis pas très bonne pour expliquer, » dit Conina d'une petite voix. « Moi si, » fit Nigel d'un ton ferme. « Faut toujours que j'explique. »
Les particules éparpillées de ce qui avait été l'esprit de Rincevent se ressaisirent et dérivèrent à travers les couches, enténébrées de l'inconscience, comme un cadavre de 3 jours remontant à la surface. Son cerveau explora sa mémoire proche, un peu comme on se gratterait une croûte fraîche. Il lui revint des souvenirs de Bourdon, puis d'une douleur si intense qu'il croyait qu'on lui enfonçait un burin entre chacune des cellules du corps et qu'on martelait sans relâche. Il se rappela le Bourdon qui fuyait et qui l'entraînait à sa suite. Puis il y avait eu cet instant effrayant où la mort était apparue et avait tendu la main devant lui. Le Bourdon s'était contorsionné pour devenir soudain vivant, et la mort avait dit « Ipslore le rouge, maintenant je te tiens. » Et à présent ceci. Au toucher, Rincevent sut qu'il était couché sur du sable très froid. Il prit le risque de voir quelque chose d'horrible et ouvrit les yeux. Ce qu'il vit en premier, ce fut son bras gauche et, à sa grande surprise, sa main. C'était bien la sienne, normale, sale. Il s'était attendu à tomber sur un moignon. Apparemment, c'était la nuit. La plage ou ce qui y ressemblait s'étendait vers une ligne de montagnes basses au loin, sous un ciel glacé d'1 million d'étoiles blanches. Plus près de lui se dessinait un trait inégal dans le sable argenté. Il souleva légèrement la tête et reconnut des gouttelettes éparses de métal fondu. Il s'agissait d'octefer, ce métal si intrinsèquement magique qu'aucun forge du disque-monde n'arrivait, ne serait-ce qu'à le chauffer. « Oh !» dit-il. « On a gagné alors !» Il s'effondra à nouveau. Au bout d'un moment, sa main droite se leva machinalement et tapota le sommet de son crâne, puis les côtés de sa tête. Ensuite, elle se mit à tâtonner, avec une frénésie grandissante dans le sable autour de lui. Elle dut finir par communiquer son inquiétude au reste de Rincevent parce qu'il se redressa tout droit et lâcha « Oh, fais chier !» Apparemment, il ne retrouvait son chapeau nulle part. Mais il vit une petite forme blanche étendue, immobile, dans le sable à quelque distance et plus loin. Une colonne de lumière du jour. Elle fredonnait et oscillait dans l'air, ouverture tridimensionnelle qui donnait sur ailleurs. De temps en temps, des rafales de neige s'en échappaient. Il distinguait des images en biais dans la lumière, peut-être des bâtiments ou des paysages gauchis par la courbure étrange. Mais il ne les voyait pas très nettement à cause des grandes ombres qui les entouraient, qui les enveloppaient. L'esprit humain est une machine étonnante. Il peut fonctionner sur plusieurs niveaux à la fois, et de fait, pendant que Rincevent gaspillait son intellect à gémir et à chercher son chapeau, une partie interne de son cerveau avait observé, évalué, analysé et comparé. À présent, elle s'approchait discrètement de son cervelet, lui tapait sur l'épaule, lui fourrait un message dans les mains et prenait ses jambes à son cou. Le message disait à peu près ceci. « J'espère me trouver en bonne santé. La dernière épreuve de magie a été trop forte pour le tissu malmené de la réalité. Elle a ouvert un trou. Je suis dans les dimensions de la basse fosse. Et les choses en face de moi, ce sont les choses. Ravi de m'avoir connu. » La chose la plus proche de Rincevent faisait plus de 6 mètres de haut. Elle avait l'air d'un cheval mort qu'on aurait déterré au bout de 3 mois pour le soumettre à une nouvelle série d'expériences, dont une au moins faisait intervenir une pieuvre. Elle n'avait pas remarqué Rincevent. Elle était trop intéressée par la lumière. Rincevent recula en rampant jusqu'au corps immobile de Thune et lui donna un petit coup de coude. « Tu es vivant ?» demanda-t-il. « Sinon, j'aimerais mieux que tu ne répondes pas. » Thune se retourna et le fixa d'un regard perplexe. Au bout d'un moment, il fait « Je me rappelle. »« Vaudra mieux pas, » dit Rincevent. La main du jeune garçon fouilla distraitement dans le sable à côté de lui. « Il n'est plus là, » dit tranquillement Rincevent. La main cessa de chercher. Rincevent aida Thune à s'asseoir. Le gamin considéra d'un air interdit le sable froid argenté, puis le ciel, les choses au loin, et enfin le mage. « Je ne sais pas quoi faire, » décida-t-il. « Pas de mal à ça, moi je n'ai jamais su quoi faire, » dit Rincevent avec un entrain qui sonnait creux. « Toute ma vie j'ai été pareil, complètement perdu. » Il hésita.
C'est ce qu'on appelle être humain, je crois, quelque chose dans ce goût-là. Mais j'ai toujours su quoi faire, moi. Rincevent ouvrit la bouche pour rétorquer qu'il avait vu ce que ça donnait, mais il se ravisa et opta pour « Oh les cœurs, de l'optimisme, ça pourrait être pire !» Thune regarda encore autour de lui. « À quel point de vue exactement ?» fit-il d'une voix légèrement plus normale. « On est où ici ?» Dans une espèce d'autre dimension. La magie a percé une brèche et on est passé dedans avec elle, d'après moi. Et ces choses-là ? Ils regardèrent les choses. Je crois que ce sont les choses. Elles essayent de repasser par le trou, dit Rincevent. Or, ce n'est pas facile. Une histoire de niveau d'énergie et un truc comme ça. Je me souviens qu'on en a eu un cours là-dessus une fois. Thune hocha la tête et avança une petite main pâle vers le front du mage. « Vous permettez » commença-t-il. Rincevent frémit au contact. « Permettez quoi » demanda-t-il. « Que je regarde dans votre tête. »« Arc ! C'est plutôt la pagaille là-dedans. Pas étonnant que vous ne retrouviez rien. »« Erg ! Un bon nettoyage ne serait pas du luxe. »« Org ! Ah !» Rincevent sentit la présence se retirer. Thune avait le front soucieux. « On ne doit pas les laisser passer, » annonça-t-il. « Elles ont d'horribles pouvoirs. Elles cherchent à élargir le trou par la volonté et elles en sont capables. Elles attendent d'entrer dans notre monde depuis... » Il fronça les sourcils. « Des ions ?»« Des éons, » le corrigea le mage. Thune ouvrit l'autre main qu'il avait gardée étroitement fermée et montra à Rincevent la petite perle grise. « Vous savez ce que c'est ?» demanda-t-il. « Non, c'est quoi ? Je ne me rappelle pas, mais on devrait la ramener. »« D'accord, tu n'as qu'à te servir de la sorcellerie. Tu les mets en pièces et on rentre chez nous. »« Non, elles se nourrissent de magie. Ça les rendrait pire, c'est tout. Je ne peux pas me servir de la magie. »« T'es sûr ?» fit Rincevent. « Votre mémoire a été très claire là-dessus. J'en ai peur. »« Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? » ?»« Je ne sais pas. » Rincevent réfléchit, puis, l'air décidé, entreprit de retirer sa deuxième chaussette. « Pas de demi-brique, dit-il à personne en particulier. Va falloir que je me contente de sable. »« Vous allez les attaquer avec une chaussette de sable ? » ?»« Non, je vais me carapater. La chaussette, c'est pour quand elles vont me courir après. » La population retournait à Alcali, où la tour détruite n'était plus qu'un tas de pierres. Quelques âmes charitables s'intéressèrent aux ruines, au cas où il resterait des survivants à sauver ou à détrousser, voire les deux. Et, parmi les décombres, on aurait pu entendre la conversation suivante. « Il y a quelque chose qui bouge là-dessous. »« Dessous quoi ? Par les deux barbes d'Imtmal. Tu te gourres, ça doit peser 1 tonne. Par ici, les gars !» On aurait alors entendu des bruits de levage pénible, puis « Oh, c'est un coffre. C'est peut-être un trésor, vous croyez pas ? Il lui pousse des pattes par les 7 lunes de Nastrim. » « Les 5 lunes ? Où est-ce qu'il est passé ? Où est-il passé ? T'occupes pas de ça, c'est pas important. Faut se mettre d'accord. D'après la légende, c'est 5 lunes. » En Klatch, on prend la mythologie au sérieux. C'est à la vie réelle qu'on ne croit pas. Les 3 cavaliers remarquèrent le changement lorsqu'ils descendirent au travers des lourds nuages de neige, aux confins de la plaine de Sto, côté Moyeux. Il flottait dans l'air une odeur âcre. « Vous sentez ?» fit Nigel. « Je me rappelle quand j'étais petit. On était allongés dans le lit et le premier matin d'hiver, et l'air avait, comme qui dirait, un goût et... » Les nuages s'écartèrent en dessous, et là, couvrant la région des hautes plaines de bout en bout, leur apparurent les hordes de géants des glaces. Elles s'étendaient sur des kilomètres dans toutes les directions, et le grondement de leur charge emplissait l'espace. Les glaciers mâles marchaient en tête. Ils mugissaient leurs formidables appels grinçants et rejetaient de grandes plaques de terre au fur et à mesure de leur progression laborieuse et implacable. Derrière eux poussait la multitude des femelles et de leurs petits, qui glissaient sur un sol déjà pilé jusqu'à la roche de fond par les meneurs. Ils ressemblaient autant aux glaciers qu'on s'imagine tous connaître qu'un lion assoupi à l'ombre ressemble à 150 kilos de muscles affreusement coordonnés, bondissant sur vous la gueule ouverte. Et quand on allait à la fenêtre, la bouche de Nigel, que n'alimentait plus le cerveau, s'arrêta faute d'énergie.
De la glace en mouvement se pressait, se bousculait sur la plaine, avançait en beuglant sous un grand nuage de vapeur moite. La terre trembla au passage des meneurs sous les 3 spectateurs qui comprirent qu'1 ou 2 kilos de sel, gemmes et une pelle ne suffiraient pas pour les arrêter. « Allez-y, alors !» dit Conina. « Allez leur expliquer. Je crois que vous avez intérêt à crier fort. » Nigel regarda le troupeau d'un air affolé. « Je vois des silhouettes, il me semble, » dit Créosote avec obligeance. « Regardez, tout en haut des... choses en tête. » Nigel fouilla des yeux à travers la neige. Il y avait bel et bien des êtres qui allaient et venaient sur le dos des glaciers. Ils étaient humains ou humanoïdes, du moins, humanesques. Ils n'avaient pas l'air très grands, ce qui tenait au fait que les glaciers étaient, eux, monumentaux, et que Nigel avait des notions très rudimentaires de la perspective. Lorsque les cavaliers survolèrent à basse altitude le glacier de tête, un formidable mâle terriblement crevassé et balafré des moraines, ils comprirent pourquoi on connaissait les géants des glaces sous le nom de géants des glaces. C'était quoi, des géants? En plus, ils étaient de glace. Une silhouette de la taille d'une grosse maison se tenait accroupie au sommet du mâle et le poussait à s'activer au moyen d'une pique émanchée sur une longue perche. Un être taillé à coups de serpe, comme à facettes, qui jetait des éclats verts et bleus dans la lumière. Une mince bande argentée luisait dans ses boucles neigeuses, et il y avait de tout petits yeux noirs, profondément enfoncés comme des boulets de charbon. Il y eut un fracas de bois éclaté lorsque les premiers glaciers pénétrèrent en force dans la forêt. Les oiseaux pris de panique s'envolèrent dans un froissement d'ailes. De la neige et des éclats de bois plurent autour de Nigel qui galopait dans le vide à hauteur du géant. Il se racla la gorge. « Excusez-moi, fit-il. La tête du géant se tourna vers lui. « Tu veux que voir ?» demanda-t-il. « Va-t'en, crévature chaude !»« Pardon, mais tout ça, là, c'est bien nécessaire ?» Le géant le regarda avec un étonnement glacé. Il se retourna lentement et considéra le reste du troupeau qui semblait s'étendre jusqu'au moyeu. Il regarda à nouveau Nigel. « Oui ?» dit-il. « Je le crevois. Sinon, pour que vois-nous le faisons ?» Seulement, il y a un tas de gens là-bas qui aimeraient mieux, pas, vous voyez ? Dit Nigel au désespoir. Une aiguille rocheuse se dessina un bref instant devant le glacier, vacilla une fraction de seconde, puis disparut. Il ajouta « Et aussi des enfants et des petits animaux à fourrure. » « Ils seront victimes du progrès. Le temps est venu pour nous de reconquérir le monde. » gronda le géant. « De la glace partout, en accord avec l'inexorabilité de l'histoire et le triomphe de la thermodynamique. » « Oui, mais vous n'êtes pas obligé, dit Nigel. »« Nous le voulons, répliqua le géant. »« Les diveux sont parmi, nous jetons les chaînes d'une superstition périmée. »« Geler complètement le monde, moi, je n'appelle pas ça un progrès, dit Nigel. »« Ça nous pleuvait, à nous. »« Ah oui, oui, fit Nigel de la voix terne et démente qui cherche à soupeser tous les aspects du problème avec la conviction qu'on trouverait une solution si des hommes de bonne volonté voulaient bien s'asseoir autour d'une table pour en discuter calmement comme des gens raisonnables. Mais est-ce le moment, est-ce bien choisi? Est-ce que le monde est prêt pour le triomphe de la glace? La pluie te vaut enterré, dit le géant qui fit un moulinet de son aiguillon à glacier en direction de Nigel. Il manqua le cheval mais atteignit le cavalier en pleine poitrine, le souleva carrément de sa selle et l'expédia sur le glacier lui-même. Nigel, bras et jambes écartés, glissa entoupi le long des flancs gelés, fut entraîné un moment par des remous de débris et roula dans la gadoue de glace à demi fondue et de boue entre les parois qui défilaient. Il se remit debout en titubant et fouilla désespérément des yeux le brouillard givrant. Un autre glacier lui fonçait droit dessus, Conina aussi. Elle se pencha alors que sa monture jaillissait en piqué de la brume, saisit Nigel par son harnachement de cuir barbare et le balança devant elle sur l'encolure du cheval. Tandis qu'il reprenait de l'altitude, il dit la respiration sifflante « Ah, le salaud, il est resté de glace. J'ai vraiment cru à un moment que j'allais y arriver.
Il y a des gens, on ne peut pas leur parler. » Le troupeau parvint au sommet d'une autre colline, qu'il rabota abondamment. La plaine de Sto, parsemée de villes, s'étendait sans défense devant lui. Rincevent se glissa en crabe vers la chose la plus proche. Il tenait une d'une main, tandis que l'autre balançait la chaussette lestée. « Pas de magie, c'est ça ?» dit-il. « Oui, » répondit le gamin. « Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas te servir de la magie. »« Voilà, pas ici. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir ici quand on ne se sert pas de magie. Mais une fois qu'ils seront passés... » Sa voix mourut. « Affreux, quoi !» approuva Rincevent d'un hochement de tête. « Ah, horrible !» renchérit Thune. Rincevent soupira. Il regrettait de ne plus avoir son chapeau. Ah, tant pis, il se débrouillerait sans. « D'accord, » dit-il. « Dès que je crie, tu cours vers la lumière, tu comprends ? Sans regarder derrière, ni rien. Quoi qu'il arrive. »« Quoi qu'il arrive ?» fit Thune d'une voix hésitante. « Quoi qu'il arrive. » Rincevent eut un petit sourire courageux. « Surtout, quoi que t'entendes. » Il eut le vague réconfort de voir la bouche de Thune s'arrondir en un « O » de terreur. « Et après, poursuivit-il, quand tu seras revenu de l'autre côté, je devrais faire quoi ?» Rincevent hésita. « Je ne sais pas, dit-il. Tout ce que tu pourras. Autant de magie que tu voudras. N'importe quoi. Arrête-les, c'est tout. Et oui ?» Rincevent leva les yeux vers la chose qui fixait toujours la lumière. « Si ça, tu sais, si quelqu'un s'en sort, tu vois, et que tout finit bien au moment du compte, disons que j'aimerais que tu fasses savoir, comme qui dirait que je suis, comme qui dirait, rester ici. Peut-être qu'il pourrait, comme qui dirait, le signaler quelque part. Je veux dire, je n'ai pas forcément envie d'une statue ni rien, » ajouta-t-il vertueusement. Au bout d'un moment, il reprit. « Je crois que tu ferais bien de te moucher. » Thune s'exécuta avec l'ourlet de sa robe, puis serra solennellement la main de Rincevent. « Si jamais vous... » commença-t-il. « Enfin, vous êtes le premier. Ça a été un grand... Vous voyez, je n'ai jamais vraiment... » Sa voix s'éteignit, puis il ajouta. « Je tenais juste à ce que vous le sachiez. Il y a autre chose que je voulais dire, » fit Rincevent en lâchant la main de Thune. Il resta un instant bouche bée avant de redémarrer. « Oh oui, il est vital de te rappeler que tu es vraiment capital. Ce n'est pas une bonne idée de compter sur les autres ou n'importe quoi pour faire ton travail. Ça tourne toujours mal. »« J'essaierai de m'en souvenir, » dit Thune. « Capital, » répéta le mage presque pour lui-même. « À présent, je crois que tu ferais bien de filer. » Rincevent se rapprocha en catimini de la chose. Celle-ci avait des pattes de poulet, mais la majeure partie du reste était par bonheur cachée derrière ce qui ressemblait à des ailes repliées. C'était, songea-t-il, le moment de prononcer quelques mots, les derniers. Ce qu'il dirait maintenant deviendrait sans doute très important. Peut-être des mots dont on ne se souviendrait, qu'on se transmettrait, qu'on graverait même profondément dans des plaques de granit. Des mots sans trop de lettres tarabiscotés donc. « Je voudrais vraiment être ailleurs, » marmonna-t-il. Il leva la chaussette, la fit tournoyer une fois ou deux, et l'abattit sur ce qu'il espérait la rotule de la chose. La créature lâcha un bourdonnement strident, se tourna follement tandis que ses ailes s'ouvraient en grinçant, donna un vague coup de cette tête de vautour en direction de son agresseur et reçut une autre chaussetée de sable façon uppercut. Rincevent jeta un regard affolé autour de lui pendant que la chose reculait en titubant, et il aperçut Thune toujours là, où il l'avait laissée. Horrifié, il vit le gamin s'avancer vers lui, les mains instinctivement levées pour un tir de magie qui, ici, scellerait leur sort à tous les deux. « Fiche-moi le camp, espèce d'idiot !» hurla-t-il tandis que la chose se reprenait pour une contre-attaque. Surgit de nulle part, les mots lui vinrent. « Tu sais ce qui arrive au vilain petit garçon ?» Thune pâlit, fit demi-tour et courut vers la lumière. Il se déplaçait comme dans de la mélasse, luttait contre la pente de l'entropie. L'image déformée du monde, à l'envers, lui apparut à quelques pas, puis à moins d'un mètre. Elle tremblotait hésitante. Un tentacule s'enroula autour de sa jambe et le fit tomber la tête la première. Il jeta les mains en avant en sa chute, et l'une d'elles toucha de la neige. Quelque chose comme un gant de cuir doux et chaud la saisit aussitôt, mais l'enveloppe délicate dissimulait une poigne aussi solide que l'acier trempé,
qui tira le jeune garçon par la brèche, ainsi que ceux qui le retenaient. De la lumière et des ténèbres granuleuses défilèrent à toute vitesse autour de lui, et il se retrouva soudain glissé sur des pavés luisants de glace. Le bibliothécaire lâcha sa prise, debout au-dessus de Thune, un tronçon de grosse poutre en bois à la main. Un instant, l'anthropoïde se dressa contre les ténèbres, son épaule, son coude et son poignet droit se déplièrent, véritable poème sur la force de levier appliquée, et dans un mouvement aussi inexorable que l'aube de l'intelligence, il abattit le bras avec une puissance terrible. Il y eut un écrasement mou, un cri strident outragé, et l'étreinte cuisante sur la jambe de Thune disparut. La colonne sombre vacilla. Des hurlements et des coups sourds s'en échappèrent, déformés par la distance. Thune se remit péniblement sur ses pieds et voulut se précipiter à nouveau dans les ténèbres, mais cette fois le bras du bibliothécaire lui bloqua la route. « On ne peut pas le laisser là-dedans !» Le primate haussa les épaules. Un crépitement s'échappa encore de l'obscurité, suivi d'un silence presque complet. Mais presque seulement. Tous deux crurent entendre, très loin mais distinctement, une course de pas qui s'estompa peu à peu. Un écho leur parvint du monde extérieur. L'anthropoïde jeta un regard circulaire, puis poussa bien vite Thune de côté lorsqu'un objet trapu, cabossé, monté sur des centaines de petites jambes, déboucha en trombe dans la cour dévastée et, sans même ralentir son allure, bondit dans l'obscurité mourante qui tremblota une dernière fois et se volatilisa. Une soudaine rafale de neige souffla là où elle s'était trouvée. Thune se libéra d'une torsion de la prise du bibliothécaire et courut dans le cercle qui déjà blanchissait. Ses pieds firent voler des grains de sable fin. « Il est pas ressorti !» dit-il. « Ouk !» fit le bibliothécaire avec philosophie. « Je croyais qu'il sortirait, vous savez, à la toute dernière seconde. »« Ouk !» Thune examina de près les pavés, comme si par la simple concentration il pouvait changer ce qu'il voyait. « Il est mort ?» Ouk ! Observa le bibliothécaire, donnant ainsi à entendre que Rincevent se trouvait dans une contrée où même des notions comme le temps et l'espace restaient aléatoires, qu'il ne servait sans doute pas à grand-chose de s'interroger sur son état en ce moment précis, s'il occupait effectivement un moment précis du temps, que tout bien considéré, il pourrait même réapparaître demain, voire, pourquoi pas, hier, et qu'en fin de compte, s'il existait la moindre chance de survie, le mage la saisirait presque certainement. « Oh !» fit Thune. Il regarda le bibliothécaire faire demi-tour en traînant les pieds et reprendre la direction de la tour de l'art. Un terrible sentiment de solitude l'envahit alors. « Dites !» hurla-t-il. « Ouk ! Qu'est-ce que je fais maintenant ?»« Ouk !» Thune agita vaguement la main vers le paysage dévasté. « Vous savez, je pourrais peut-être faire quelque chose pour ça !» dit-il d'une voix prête à céder à la terreur. « Vous croyez que ce serait une bonne idée ? Je veux dire, je pourrais aider les gens. Je suis sûre que ça vous plairait de redevenir humain, hein ?» L'éternel sourire du bibliothécaire remonta un peu plus sur sa figure, juste assez pour lui découvrir les dents. « D'accord, peut-être pas, » s'empressa de dire Thune, « mais il y a d'autres choses que je pourrais faire, non ?» Le bibliothécaire le considéra un moment, puis son regard tomba sur sa main. Le gamin eut un tressaillement coupable et ouvrit les doigts. L'anthropoïde attrapa adroitement la petite boule argentée avant qu'elle ne tombe par terre et se la tint devant un œil. Il la renifla, la secoua doucement et l'écouta un instant. Puis il arma son bras et la lança au loin de toutes ses forces. « Qu'est-ce que... » commença Thune qui atterrit de tout son long dans la neige lorsque le bibliothécaire le bouscula et lui plongea sur le dos. La boule infléchit sa course au sommet de son orbe et retomba, sa trajectoire parfaite brutalement interrompue par le sol. Il y eut un bruit comme une corde de harpe qui se casse, un bref babillage de voix incompréhensible, une bouffée de vent chaud. Les dieux du disque étaient libres et très en colère. « On ne peut rien faire, n'est-ce pas ?» fit Créosote. « Non, » fit Conina. « La glace va gagner, n'est-ce pas ?» fit Créosote. « Oui, »
fit Conina. Non, fit Nigel. Il tremblait de rage, ou peut-être de froid, aussi pâle que les glaciers qui passaient sous eux en grondant. Conina soupira. Dites, comment vous croyez, commença-t-elle. Descendez-moi quelque part à quelques minutes avant eux, la coupa Nigel. Je ne vois vraiment pas à quoi ça avancerait. Je ne vous demande pas votre avis, dit Nigel, d'une voix calme. Faites-le, c'est tout. Descendez-moi un peu avant eux, pour que je n'ai le temps de régler la question. Quelle question? Nigel ne répondit pas. J'ai dit, fit Conina, qu'elle... La ferme! Je ne vois pas pourquoi. Écoutez, dit Nigel avec le reste de patience qui précède un meurtre à la hache. La glace va recouvrir le monde entier, pas vrai? Tout le monde va mourir, d'accord? En dehors de nous, pendant un petit moment, j'imagine, jusqu'à ce que les chevaux réclament leur avoine ou les toilettes, n'importe quoi. Ce qui nous mène pas loin, sauf que Créosote aura peut-être encore le temps d'écrire un sonnet ou autre chose sur le froid qui nous tombe dessus d'un seul coup, et sur l'histoire humaine qui va se faire balayer. Alors dans ces conditions, j'aimerais bien qu'on comprenne qu'il n'y a pas à discuter. Vu? Il marqua une pause afin de reprendre son souffle, aussi tremblant qu'une corde de banjo. Conina hésita. Sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois, comme si elle voulait discuter, et justement, puis elle se ravisa. Ils trouvèrent une petite clairière dans une pinède à 2 ou 3 kilomètres en avant des glaciers. On y entendait déjà clairement le grondement du troupeau. Une ligne de vapeur survolait les arbres et le sol dansait comme une peau de tambour. Nigel gagna nonchalamment le centre de la clairière et effectua quelques moulinets d'échauffement avec son épée. Les deux autres l'observaient, la mine songeuse. « Si vous n'y voyez pas d'objection, chuchota Créosote à Conina, moi, je me sauve. C'est dans des moments de ce genre que la sobriété perd tout son attrait et je suis sûr que la fin du monde aura l'air bien moins terrible à travers le fond d'un verre, si ça vous est égal. Vous croyez au paradis, aux fleurs aux joues de pêche? Pas en tant que tel, non. Oh, fit Créosote. Eh bien, dans ce cas, nous ne nous reverrons sans doute plus. Il soupira. Quel gâchis! Tout ça à cause d'un Jahar, évidemment, si par le plus grand des hasards... Adieu, fit Conina. Créosote hocha une tête malheureuse, fit volter sa monture et disparut par-dessus les arbres. La neige tombait des branches qui s'agitaient autour de la clairière. Le tonnerre des glaciers qui approchait emplissait la pinède. Nigel sursauta lorsque Conina lui tapota l'épaule et il lâcha son épée. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-il sèchement en fouillant désespérément dans la neige. « Écoutez, je ne veux pas me mêler de vos affaires ni rien, » dit Conina d'une voix douce. « Mais qu'est-ce que vous avez en tête exactement ?» Elle vit un rouleau de neige et de terre refoulé déferler sur eux à travers la forêt. Les éclatements réguliers des troncs recouvraient à présent le grondement des premiers glacés, un grondement qui engourdissait le cerveau. Et au-dessus de la ligne des arbres, si haut que l'œil les confondait d'abord avec le ciel, s'avançaient les proues bleu-vert. « Rien, dit Nigel, rien du tout. Faut qu'on leur résiste, il n'y a que ça à faire. C'est pour ça qu'on est là. »« Mais ça n'y changera rien, dit-elle. « Pour moi, si. De toute façon, si on doit mourir, je préfère que ce soit comme ça, héroïquement. »« C'est héroïque de mourir comme ça ?» fit Conina. « Moi, je trouve que oui, dit Nigel. Et quand il s'agit de mourir, il n'y a qu'un avis qui compte. » Oh. 2 cerfs jaillirent par hasard dans la clairière, ignorèrent les humains dans leur panique aveugle et filèrent comme des flèches. « Vous n'êtes pas forcé de rester, dit Nigel. Moi, j'ai ce Jahar, vous savez. » Conina se regarda le dos des mains. « Je crois que je dois rester quand même, fit-elle, avant d'ajouter. Vous savez, je me disais que peut-être, vous savez, si on se connaissait un peu mieux... »« Monsieur et Madame Ascroup, c'est à ça que vous pensiez ?» demanda-t-il carrément. Les yeux de Conina s'agrandirent. « Ben, lequel des deux vous vouliez devenir ?» Le glacier de tête pénétra avec fracas dans la clairière, immédiatement derrière sa lame d'étrave, son sommet perdu dans le nuage qu'il avait lui-même créé. Exactement au même instant, les arbres d'en face se plièrent en deux au passage d'un vent chaud qui soufflait du bord. Il était chargé de voix, des voix irascibles querelleuses, et il s'engouffra dans les nuages comme un fer rouge dans l'eau. Conina et Nigel se jetèrent à plat ventre dans la neige,
qui vira en gadoue tiède. Une espèce d'orage éclata au-dessus d'eux, empli de clameurs de ce qu'ils prirent d'abord pour des cris, mais qui, après réflexion, leur parut plutôt comme des disputes très violentes. Le phénomène dura un long moment, puis s'estompa peu à peu en direction du moyeu. De l'eau tiède coula sur le devant du gilet de Nigel. Il se souleva prudemment, puis donna un petit coup de coude à Conina. Ensemble, ils gravirent comme ils purent la déclivité, pataugeant dans la neige fondue et la boue, grimpèrent à travers un enchevêtrement de troncs éclatés et de rochers et contemplèrent la Seine. Les glaciers battaient en retraite sous un nuage farci d'éclairs. Derrière eux, le paysage n'était qu'un réseau de lacs et d'étangs. « C'est nous qui avons fait ça ?» s'étonna Conina. Oh, « Ce serait chouette, hein ?» fit Nigel. « Oui, mais quand même !»« Sans doute que non. Qui sait ? Faut qu'on trouve un cheval. »« L'apogée !» dit la guerre. « Quelque chose comme ça, je suis sûr. » Ils étaient sortis en titubant de l'auberge et avaient pris place sur un banc au soleil de l'après-midi. On avait même persuadé la guerre de se délester d'une partie de son armure. « Je sais pas, » dit la famine. « Je crois pas. » La pestilence ferma ses yeux chassieux et s'adossa contre les pierres chaudes. « Moi je crois, » dit-il, « que ça avait à voir avec la fin du monde. » La guerre se borna à se gratter le menton d'un air songeur. Il eut un hoquet. « Quoi, du monde entier ?» fit-il. « Mais t'as vu oui. » La guerre s'absorba encore dans ses réflexions. « Moi, mais t'as vu qu'on l'a échappé belle alors. » Les habitants retournaient à Ankh-Morpork, laquelle n'était plus une cité de marbre désert, mais avait retrouvé son aspect d'antan. Elle s'étalait au hasard, bigarrée, telle une flaque de vomi sur le trottoir du restaurant de plats à emporter, ouvert toute la nuit, de l'histoire. On avait rebâti l'université, où elle s'était rebâtie toute seule. À moins que par une quelconque étrangeté, elle n'eût jamais été débâtie. Chaque racine de lierre, chaque battant pourri de fenêtre avait réintégré sa place. Le sourcelier avait offert de tout remettre à neuf, avec des bois étincelants, des pierres immaculées, mais le bibliothécaire avait été ferme là-dessus. Il voulait que tout soit remis à vieux. Les mages revinrent discrètement avec l'aube, mis à vieux. Les mages revinrent discrètement avec l'aube, seuls ou par deux, pour se précipiter vers leurs anciennes chambres en évitant autant que possible les regards des collègues, en essayant de se rappeler un passé récent qui leur paraissait déjà irréel, du domaine du rêve. Conina et Nigel arrivèrent aux alentours du petit déjeuner et, par pure bonté d'âme, trouvèrent une pension pour le cheval de la guerre. Ce fut Conina qui insista pour chercher un Svan à l'université et qui, par conséquent, vit la première les livres. Ils s'envolaient hors de la tour de l'art, décrivaient un cercle autour des bâtiments de l'université et piquaient sur la porte de la bibliothèque réincarnée. Un ou deux vieux grimoires parmi les plus effrontés poursuivaient des moineaux ou planaient comme des faucons au-dessus de la cour. Le bibliothécaire, adossé contre l'embrasure de la porte, regardait ses protégés d'un œil bienveillant. Il frétilla des sourcils à l'intention de Conina, ce qui chez lui se rapprochait le plus d'un salut classique. « Rincevant est là ?» demanda-t-elle. « Ouk ?»« Pardon ?» L'anthropoïde ne répondit pas, mais prit Conina et Nigel par la main et marcha entre deux, comme un sac entre deux piquets, leur fit traverser la cour pavée en direction de la tour. Quelques bougies étaient allumées à l'intérieur, et ils virent Thune assis sur un tabouret. Le bibliothécaire les introduisit en saluant, comme un ancien serviteur d'une famille de vieille souche, et se retira. Thune leur adressa un signe de tête. « Il sait quand on ne le comprend pas, » dit-il. « Il est remarquable, non ?»« Qui êtes-vous » demanda Conina. « Thune, » répondit Thune. « Vous êtes étudiant ici ?»« J'apprends beaucoup, je crois. » Nigel déambulait le long des murs et leur donnait de temps en temps un petit coup. Il devait y avoir une bonne raison qui les empêchait de tomber, auquel cas elle ne ressortissait pas du génie civil. « Vous cherchez un Svan ?» fit Thune. «
Conina fronça les sourcils. « Comment vous avez deviné ?»« Il m'a dit que des gens viendraient le chercher. » Conina se détendit. « Pardon, fit-elle. On est passé par des moments difficiles. J'ai cru que c'était peut-être un tour de magie ou n'importe quoi. Il va bien, n'est-ce pas? Je veux dire... Il s'est passé quoi? Il s'est battu contre le sourcelier? Oh oui, et il a gagné. C'était très... intéressant. J'ai tout vu, mais après il a dû partir, dit Thune comme s'il récitait. Quoi? Comment ça? Fit Nigel. Oh oui. Je n'en crois rien, dit Conina. Elle se ramassait peu à peu, ses phalanges blanchissaient. C'est vrai, répliqua Thune. Tout ce que je dis est vrai, c'est obligé. Je veux, commença Conina, et Thune se leva, étendit une main et dit « Arrêtez !» Elle se pétrifia. Nigel se figea au milieu d'un froncement de sourcils. « Vous allez partir, » dit Thune d'une voix douce et égale, « et vous ne poserez plus de questions. Vous serez entièrement satisfait. Vous aurez toutes vos réponses. Vous vivrez à jamais heureux par la suite. Vous ne vous rappellerez plus de ce que vous venez d'entendre. Maintenant, allez-vous-en. » Ils se retournèrent lentement, raides comme des marionnettes, et marchèrent ensemble vers la porte. Le bibliothécaire la leur ouvrit, la leur fit franchir et referma derrière eux. Puis il considéra Thune qui s'affaissa sur son tabouret. « D'accord, d'accord, » fit le gamin, « mais c'était juste un peu de magie. Il le fallait. Vous savez, vous-même, vous dites que tout le monde devait oublier. »« Ok. » « Je ne peux pas m'en empêcher, c'est trop facile de changer les choses. » Il se prit la tête dans les mains. « Faut seulement que je trouve comment m'en sortir. Je ne peux pas rester, je casse tout ce que je touche. C'est comme vouloir dormir sur un tas d'œufs. Ce monde a la coquille trop mince. S'il vous plaît, dites-moi quoi faire. » L'anthropoïde tourniqua plusieurs fois sur son derrière, signe indubitable de profonde réflexion. Il ne reste aucune trace des paroles exactes du bibliothécaire, mais Thune sourit, approuva de la tête, lui serra la main, ouvrit les siennes, les leva, les redescendit comme pour décrire une ouverture, et passa dans un autre monde. Dans ce monde, il y avait un lac, des montagnes au loin et quelques faisans qui l'observèrent avec méfiance depuis le couvert des arbres. Le tour de magie que tous les sorceliers apprennent un jour ou l'autre. Les sorceliers ne font jamais partie intégrante du monde. Ils l'endossent un moment et c'est tout. Il regarda derrière lui, au milieu du gazon, et agita la main en direction du bibliothécaire. L'autre lui répondit d'un hochement de tête encourageant. Puis la bulle se contracta sur elle-même, et le dernier sourcelier disparut du disque pour vivre dans un monde à lui. Il est intéressant de signaler qu'à 7 ou 8 kilomètres de là, une petite volée d'oiseaux, plutôt un troupeau en l'occurrence, avançait avec précaution à travers les arbres. Ils avaient une tête de flamand, un corps de dindon et des pattes de lutteur de sumo. Ils marchaient par saccades, par à-coups, comme s'ils avaient la tête rattachée aux pattes par des élastiques. Ils appartenaient à une espèce unique, même parmi la faune du disque, en ceci que leur principal moyen de défense consistait à tant faire rire les prédateurs qu'ils avaient le temps de s'enfuir avant que ceux-ci n'aient retrouvé leur sérieux. Rincevent eût été vaguement satisfait d'apprendre qu'il s'agissait de Jahar. Les affaires étaient calmes au tambour rafistolé. Le troll enchaîné au montant de la porte, à l'ombre, se retirait quelqu'un d'entre les dents, l'air pensif. Créosote chantonnait tout seul. Il avait découvert la bière sans qu'il fût besoin de la payer, parce que les compliments, une monnaie rarement employée par les amants d'encre, produisaient un effet étonnant sur la fille du patron. Une bonne grosse fille dont la silhouette avait la couleur et, sans vouloir trop donner en détail, l'allure d'un pain avant cuisson. Elle était intriguée. Personne n'avait encore comparé ses seins à des melons parés de bijoux. « Absolument !» fit le sérif qui glissa tranquillement de son banc pour s'affaler par terre. « Il n'y a pas de doute. Soit les gros jaunes ou alors les petits verts qui ont de grandes nervures avec des verrues dessus, » se dit-il vertueusement. « Et mes cheveux ?» l'encouragea-t-elle tandis qu'elle le relevait et refaisait le plein de son verre. « Oh !»
Le front du sérif se plissa. « Comme un chèvre de troupeau qui broute sur les pentes du mont machin chouette, pas d'erreur. Nul coquillage nacré de rose qui orne le sable léché par la mer de... » « Comment ça? Exactement comme un troupeau de chèvres ?» le coupa-t-elle. Le sérif hésita. Ce vers-là, il l'avait toujours tenu pour l'un de ses meilleurs. Voilà qu'il abordait de front le célèbre esprit prosaïque d'Ankh-Morpork pour la première fois. Curieusement, il se sentit plutôt impressionné. « Je veux dire, par la taille, par la forme ou par l'odeur ?» poursuivit-elle. « Je crois, » dit le sérif, « que la phrase que j'avais en tête était en fait « pas comme un proutot de chèvre ». « Ah !» fit la fille, ramenant la bouteille vers elle. « Et je crois que j'aimerais bien reprendre un verre, » dit-il d'une voix pâteuse. « Et après... Il jeta un regard en coin à la fille et se jeta à l'eau. « Êtes-vous bonne narratrice ?»« Quoi ?» Il se passa la langue sur les lèvres soudain sèches. « Eh bien, est-ce que vous connaissez beaucoup d'histoires ?» croassa-t-il. « Ah oui, des tas. »« Des tas ?» murmura Créosote. La plupart de ses concubines ne connaissaient qu'une ou deux histoires et toujours les mêmes. « Des centaines. Pourquoi? Vous voulez en entendre une ?»« Comment, maintenant ?»« Si vous voulez. Je n'ai pas grand travail ici. »« Peut-être que je suis mort ?» songea Créosote. « Peut-être que je suis au paradis. » Il lui prit la main. « Vous savez, » dit-il, « ça fait des années que je n'ai pas eu de bonne narratrice. Je ne voudrais pas vous forcer si vous n'en avez pas envie. » Elle lui tapota le bras. « Quel gentil vieux monsieur, » se dit-elle, à côté de ce qu'on voit ici. « Il y en a une que ma mémé me racontait. Je la connais sur le bout des doigts, à l'envers même, » dit-elle. Créosote sirota sa bière et s'absorba dans la contemplation du mur, baigné d'une sensation de douce chaleur. « Des centaines, songea-t-il, et elle en connaît même à l'envers. » Elle s'éclaircit la gorge et commença, d'une voix chantante, qui mit le feu au pouls de Créosote. « Il était une fois un homme qui avait 8 fils. » Le praticien, assis à sa fenêtre, écrivait. Il avait l'esprit cotonneux pour ce qui concernait les 8 ou les 15 derniers jours, et il n'aimait pas beaucoup ça. Un serviteur avait allumé une lampe pour chasser le crépuscule, et quelques papillons de nuit en avance sur l'horaire tournaient autour. Le praticien les observa attentivement. Pour une quelconque raison, il se sentait mal à l'aise en présence de vers, mais ce n'était pas encore ce qui l'ennuyait le plus, tandis qu'il fixait intensément les insectes. Ce qui l'ennuyait, c'était qu'il réfrégnait une envie pressante de les attraper avec la langue. Et Carlou, allongé sur le dos au pied de son maître, rêvait qu'il aboyait. La lumière était allumée par toute la ville, mais les derniers et rares rayons du soleil couchant illuminaient les gargouilles qui cédaient les unes les autres dans leur longue ascension du toit. Le bibliothécaire les regardait depuis sa porte ouverte, tout en se grattant avec philosophie. Puis il se retourna et referma le battant au nez de la nuit. Il faisait bon dans la bibliothèque. Il faisait toujours bon dans la bibliothèque parce que la dispersion de magie qui produisait la lueur rougeoyante chauffait aussi légèrement l'atmosphère ambiante. Le bibliothécaire considéra ses protégés d'un œil approbateur, effectua une dernière ronde parmi les rayonnages en sommeil, tira sa couverture sous son bureau, mangea sa banane du soir et s'endormit. Le silence reprit peu à peu possession de la bibliothèque. Le silence gagna les restes d'un chapeau très cabossé, effrangé et roussi sur les bords, solennellement exposé dans une niche du mur. Aussi loin qu'aille un mage, il reviendra toujours chercher son chapeau. Le silence se répandit dans l'université de la même façon que l'air se répand dans un trou. La nuit s'étendit sur le disque comme de la confiture de prune, ou peut-être de la gelée de mûre. Mais il y aurait un matin, il y aurait toujours un autre matin. Ainsi prend fin Sorcellerie, 5e livre des Annales du Disque Monde.